Aujourd'hui, une partie des métiers que nous exerçons aura probablement disparu, ou en tout cas grandement évolué. C'est le fait de la mondialisation, c'est le fait d'Internet. On sait aussi que la dépendance et les problématiques de la dépendance, d'un point de vue sanitaire, poseront aussi problème par rapport à notre façon de travailler et notre façon de vivre. En 2011, en France, s'est ouvert pour la première fois une école dédiée aux métiers de l'Internet, donc quels sont les emplois que cela peut générer. L'autre question centrale de notre débat, c'est évidemment la mondialisation. Est-ce qu'un profil international sur un CV ou est-ce que la maîtrise du chinois, c'est un critère d'embauche discriminant? Enfin, l'évolution démographique et le vieillissement de la population par rapport au bouleversement qu'elle engendre. Eh bien, est-ce que ce sont des mutations auxquelles on est prêt? Et si d'aventure on ne l'était pas, comment s'y préparer? Quelles sont les conséquences de cette mondialisation? Est-ce que les conséquences de cette mondialisation sont importantes? Est-ce qu'il y a un privilège dans la formation des étudiants à privilégier les langues? Et qu'il y a 5% de la population indienne qui atteint un niveau à peu près Bac+5. Donc ceux qui calculent vite savent que ça fait à peu près 60 millions de personnes qui sont diplômées à Bac+5. Le système éducatif chinois, c'est 30 millions de personnes pratiquement également par an qui sont à Bac+5. Rajoutez les Russes, rajoutez les Brésiliens. Cela veut dire qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, l'ensemble des systèmes éducatifs est en train de produire des jeunes diplômés, compétents et maîtrisant les techniques, qu'il s'agisse des techniques d'ingénieur, qu'il s'agisse des techniques du management, pour faire très très simple. Que penser de cela? Eh bien, c'est que tout simplement, quand on est dans le système éducatif français, qu'on travaille beaucoup pour aller dans une grande école, pour aller à l'université, pour obtenir un diplôme, on a l'impression d'avoir fait une grande part du chemin. Finalement, on a fait le même chemin que pratiquement plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont acquis les mêmes capacités, notamment sur le plan technique. Ça, c'est une nouveauté. Parce qu'il y a encore 20 ou 25 ans, le système éducatif européen et nord-américain était le principal pourvoyeur de diplômés sur la planète. Donc, quand on parle de mondialisation, je crois qu'il faut se rendre compte que sur le marché de l'emploi, il y a aujourd'hui, au niveau mondial, des tas de savoirs qui sont en train d'être produits. Alors, vous parlez quel impact sur les langues? J'ai envie de dire, c'est même plus une question qu'on se pose. Et je vois que dans cette salle, il y a plein de gens jeunes qui doivent être au lycée. Plus aucun employeur aujourd'hui n'osera vous demander si vous parlez correctement l'anglais. C'est considéré comme normal. Il faut bien le savoir. Et si vous possédez une troisième langue, c'est mieux. La mondialisation aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une vraie réalité. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, ça modifie très profondément les processus d'apprentissage et les exigences qu'ont aujourd'hui je m'adresse aux jeunes, les recruteurs. La mondialisation, aujourd'hui, l'enseignement supérieur est en train de se mondialiser exactement comme l'informatique, la téléphonie, etc. C'est-à-dire qu'on assiste, et notamment à Sciences Po, mais aussi à d'autres endroits et dans d'autres pays et dans plein d'autres pays du monde, au fait que 50% des étudiants diplômés à Bac+5 vont être diplômés de 2 écoles au moins, ou de 2 formations. Une française et une américaine, une française et une chinoise, une anglaise et une indienne, etc. Et donc, il faut savoir aujourd'hui que les universités et les écoles internationales recrutent les meilleurs étudiants dans des process qui ressemblent à ce qui se passe par le recrutement des entreprises pour recruter les meilleurs élèves qui sortent des meilleures écoles. C'est-à-dire qu'elles offrent des bourses. Elles offrent des bourses pour que les études soient gratuites, elles offrent des bourses de vie, elles offrent des bourses de recherche, et elles se battent entre elles. Harvard se bat avec Stanford, Berkeley, Oxford, Cambridge, HEC, Euromed, Sciences Po, pour faire venir les meilleurs étudiants.
Et donc la mondialisation, c'est une nécessité, c'est même pas une nécessité, elle est là. La deuxième chose, c'est que avant on disait je vais faire une spécialité internationale. Alors nous, à mon époque, on disait oui, alors mon fils, il va faire une spécialité internationale, il parle 3 langues. C'est même pas le problème. Aujourd'hui, la formation généraliste, elle doit être internationale. C'est-à-dire que un étudiant, tous les étudiants qui vont passer au moins 1 an, Erasmus, c'est pas simplement l'auberge espagnole que vous avez tous vue, c'est aussi sortir de chez soi, tout d'un coup se retrouver dans un pays où on ne connaît pas ni la culture, ni la langue, avec des étudiants qui viennent de partout, et en ayant perdu ses certitudes françaises du lycée et du système. Et ça, c'est une opportunité, enfin c'est une réalité. Quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a 6 milliards 800 millions d'habitants, demain 7 milliards 500 millions, dans 10 ans, sur la planète. Ce côté international, donc la France, si on calcule vite, c'est 1% de la population de la planète. Donc on voit tout de suite qu'effectivement la dimension internationale est fondamentale, la dimension de communication. Et la communication est rendue possible ou s'accélère effectivement avec tous les métiers de l'Internet. Donc il y a dans l'Internet, mais il y a aussi des problématiques sur l'énergie, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'énergie et les ressources qui sont, on a vu, une grosse source de nouveaux métiers. Mais dans l'Internet, dans la technologie au sens large, en fait le sujet est assez simple. Il y a de plus en plus d'objets, donc vous en avez plein vos poches, il y en a partout ici. Il y a plus d'objets qui doivent avoir un beau design, donc il y a tous les métiers liés à l'ergonomie, au design. Rendre simple ce qui est technologiquement compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de quand on connectait un modem il y a quelques années, qu'on vous devait rentrer la clé, le machin, c'était insupportable. Aujourd'hui, les challenges chez Orange SFR, c'est de dire on veut que le client, il arrive, il branche à la Livebox et ça marche. Il y a encore un petit peu de boulot, mais il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur cette problématique-là aujourd'hui. Par rapport à toutes ces mutations qu'on évoque, Gérard Herrmann, dans le domaine de la santé, il y a des métiers d'avenir, il y a des mutations importantes en cours qui vont impacter nos vies. Si on reprend ce qui vient d'être dit, et dans un discours qui est un peu peut-être décalé par rapport aux 3 intervenants précédents, il est clair que à la fois la mondialisation, à la fois cet essor, enfin ces innovations technologiques peuvent et vont influer sur la santé. Là, sur Internet, on peut parler d'addiction, une nouvelle addiction Internet. On voit les jeunes qui sont dans la salle d'ailleurs, qui ne peuvent pas se passer effectivement de leurs ordinateurs, qui passent 3 heures, 4 heures. Pourquoi pas? Mais ça peut, et il semblerait que des premières études montrent que ça joue sur un certain équilibre psychique, corporel. Donc il y aura par définition des modifications, des mutations, on peut parler de mutations, des individus face à ces nouvelles technologies. Par contre, ces nouvelles technologies, elles peuvent également apporter du bien-être, donc aussi des avancées dans les traitements. On le voit en médecine, naturellement, on le voit dans la domotique pour le suivi des personnes âgées. Donc il y a incontestablement une évolution considérable induite par cette mondialisation, ces innovations pour tout notre avenir individuel, psychique et corporel. Donc, bonjour, j'aimerais savoir comment la France peut-elle changer son système des études supérieures pour pouvoir rivaliser avec, comme vous l'avez dit, la Chine, l'Allemagne ou la Finlande, et doit-on créer des universités prestigieuses pour faire jeu égal avec les Oxford, les Harvard qu'on connaît? Voilà, merci. La France, elle est en train de s'adapter. D'abord, il y a une grande loi sur l'autonomie des universités qui a été sortie, la loi Pécresse, il y a 1 an et demi.
qui donne des moyens et l'autonomie aux universités. Deuxièmement, il y a le système des presses, c'est-à-dire que la France est en train de regrouper ses universités et les facultés par discipline et faire des universités multidisciplinaires comme dans les grands pays anglo-saxons. Et puis, il y a beaucoup d'universités et surtout beaucoup de grandes écoles qui ont passé des accords avec les grandes universités étrangères. À Sciences Po, par exemple, il y a 53 doubles diplômes, donc qui permettent d'être diplômés à la fois de Sciences Po et de Stanford, d'université à Shanghai, d'université en Inde, de la LSI à Londres, de la Freie Université à Berlin, etc. Et donc, les universités françaises sont en train de s'adapter et je pense qu'elles ont compris que c'était un grand enjeu. La deuxième chose, qui est quand même une chose positive, c'est que la France, je crois, est le 3e pays d'accueil des étudiants étrangers. Il y a énormément d'étudiants étrangers qui font des études en France et pour le futur, c'est forcément important puisqu'ils vont retourner à un moment dans leur pays et que ça va répandre la culture et la façon d'enseigner française. Et puis, il y a des initiatives qui sont prises dans tous les sens. Donc, je pense que c'est quand même perçu aujourd'hui comme une vraie nécessité que les universités et les grandes écoles s'adaptent. Nous avons l'impression que notre système universitaire, au sens large, n'est peut-être pas automatiquement performant parce qu'on nous sort le classement de Shanghai. Quand on regarde comment est constitué le classement de Shanghai, il porte quand même sur des revues scientifiques extrêmement précises. Moi, je ne suis pas toujours convaincu qu'il y a un lien entre la capacité de publier dans certaines revues scientifiques de très 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 haut niveau et la capacité de former des jeunes ayant un emploi avant le diplôme. Ça, c'est un autre problème. Simplement, ce que je veux dire par là également, c'est que nous avons un système universitaire qui a quelques joyaux. Je pense que Sciences Po en fait partie. C'est une institution qui nous est enviée par le monde entier. Et je donnerai juste un chiffre en ce qui concerne les grandes écoles de management. Vous savez, il y a à peu près dans le monde aujourd'hui 2600 business schools. Ces 2600 business schools sont en train de se battre pour obtenir des accréditations internationales. Il y a 3 grandes accréditations internationales. Et sur les 2600 business schools du monde, il y en a 57 qui ont les 3 grandes accréditations mondiales, dont Euromed Management d'ailleurs. Et dans les... Bah oui, je peux le dire, parce que nous en sommes assez fiers. C'est beaucoup de travail. Et sur ces 57-là, il y en a 10 françaises. Ce qui montre quand même quelque part... Des grandes écoles. Oui, oui, ce sont effectivement des grandes écoles. Je veux dire, de HEC à Euromed Management, nous sommes 10 aujourd'hui à avoir ce qu'on appelle la triple couronne. Et ça, il y a 57 établissements dans le monde sur 2600. C'est quand même un signe, quelque part. C'est pas nous qui nous les sommes donnés. Ce sont des Anglais, des Américains, des gens du monde entier. Donc... Et par contre, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours bon. Il y a un problème dont personne ne parle en France, c'est que l'université est publique, et uniquement publique. L'université ne peut pas fonctionner, enfin, statutairement, n'existe pas autrement que publique. Alors, je ne suis pas contre le public, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est le seul pays d'Europe, et peut-être l'un des rares pays du monde, parce que la Chine ne fonctionne même pas comme ça. Je pense que, mis à part, pour être provocateur, Cuba et la Corée du Nord, on doit être... Non, c'est pas du tout de la provocation. On doit être l'un des rares pays où il n'y a pas d'université privée. Ça n'existe pas en France, on n'a pas le droit. Il y a la Cato qui se dit université privée, mais qui n'est pas vraiment statut universitaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de délivrer des diplômes universitaires. On a le droit, dans le privé, de délivrer des diplômes à grade, enfin, c'est-à-dire qui portent le grade, mais il n'y a pas de diplôme universitaire autrement que dans le public. Bon, le public fait son travail, mais peut-être que d'autres grandes universités dans d'autres grands pays dont on parlait tout à l'heure fonctionnent sur des statuts un peu différents.